Des débris d'avions jonchent le sol gelé au-delà du cercle arctique. C'était grave. Un 737 s'est écrasé. On n'y croyait vraiment pas. Généralement, on ne réchappe pas à un accident dans le Grand Nord. C'est mon premier crash. Mais une coïncidence extraordinaire va sauver la vie à quelques rescapés. Il y a des survivants, c'est confirmé. C'était incroyable d'arriver sur place 1 heure après l'accident. C'est dans ces circonstances exceptionnelles que commence l'enquête sur le drame du vol First Air 6560. L'Arctique canadien est une des régions les plus inhospitalières du globe. Les hivers y durent 8 mois et les températures plongent jusqu'à moins 40 degrés. Même lors des longues journées d'été, le mercure repasse tout juste au-dessus de zéro. C'est un endroit où les arbres ne poussent plus. Quasiment stérile. Il n'y a ni toundra, ni végétation, que du sable et des cailloux. Il n'y a pas de route non plus. Le seul moyen de transport, c'est l'avion. Et quand un appareil s'écrase par ici, les secours tardent à arriver. Et les survivants livrent pendant des heures, voire des jours, une lutte quasiment perdue d'avance contre les éléments. Arriver sur les lieux s'avère souvent très difficile. Ça peut prendre 24 heures, si ce n'est plus. Mais ce jour-là, coup de chance, l'attente est brève. Exercice terminé, on fait une pause. Et pour cause. Il s'agit d'une mise en scène dans le cadre d'une répétition grandeur nature à laquelle se livrent chaque année les militaires canadiens dans le Grand Nord. Et un abordage figure dans le scénario de l'exercice Nanook 2011. Son objectif ? Lacération et saignement. Préparer à un drame bien réel les sauveteurs et les enquêteurs du BST, le Bureau de la sécurité des transports, l'équivalent canadien du BEA. L'exercice 2011 était une simulation d'accident d'avion dans le Grand Nord. L'armée canadienne était aux commandes et elle collaborait avec ses collègues sur place. La garde côtière, les pompiers, Fracture non déplacée. le BST Urgence niveau 2. et la marine de guerre américaine. Maniez-vous, l'heure tourne! L'adjudant-maître Greg Smith est spécialisé dans la recherche et le sauvetage au combat. Le scénario est aussi réaliste que possible. Parce que lorsqu'on voit quelque chose qui semble réel, on réagit comme on le ferait dans la réalité. L'exercice se déroule près de Resolute Bay. Cette bourgade de seulement 230 habitants accueille un des principaux aéroports du Grand Nord, le seul de la région à être équipé d'aide à la navigation permettant de faire une approche aux instruments. Il y a un ILS, le système d'atterrissage aux instruments, qui équipe tous les aéroports du sud du pays et qu'utilise la plupart des principaux avions de ligne. Il est très précis. Nanook est un exercice d'une telle ampleur que les forces armées prennent en charge le contrôle aérien de l'aéroport. CYRB, continuez approche. Visibilité 18 km et demi. Un C-17 à destination de Resolute Bay
transporte du personnel médical et militaire, ainsi que les enquêteurs du BST participant à l'exercice Nanook. Faites voir le matériel. Il faut prendre en compte un grand nombre d'éléments quand on va dans une zone isolée du Grand Nord. Il y a la logistique pour s'y rendre, mais sur place, une des difficultés, c'est de survivre. On a besoin de tentes, de chauffage, de nourriture et d'eau. L'entraînement est des plus formateurs. Le jour où il faudra le faire pour de vrai, ce qu'on aura appris nous sera utile. CYRB, First Air, 6560. Un vol commercial est en approche. First Air 6560, je vous écoute. Heure estimée d'arrivée, 16h43. Le vol First Air 6560 achemine des passagers et du fret à Resolute Bay. Du carburant aux appareils électroménagers, en passant par la nourriture et le courrier, tout arrive par avion. Sans ça, la ville serait vite à court de ravitaillement. Pour embarquer ce fret supplémentaire, le 737-200 a été modifié. Il s'agit de ce qu'on appelle un combi. Ça signifie que l'appareil transporte du fret et des passagers sur le même pont. La géologue Nicole Williamson et son collègue Robin Wiley viennent faire des relevés de terrain. Gabrielle et Cheyenne, elles, rentrent d'un séjour chez leur papa. Coucou. Les fillettes sont inséparables. Elles étaient très proches, autant que deux sœurs peuvent l'être. Elles riaient ensemble, elles jouaient ensemble, elles faisaient des bêtises ensemble. Le 737-200 a décollé de Yellowknife 1h30 plus tôt et doit atterrir d'ici une trentaine de minutes. Vent du 180 à 8 nœuds. Diplômé d'une école de commerce, David Air est finalement devenu pilote. Et il est entré chez First Air en 2007. 6560 reçu, merci. Et voilà. Le commandant Blair Rutherford a plus de 15 ans de maison. Faites pareil. Cap 029. C'est fait. Si près du nord magnétique, les pilotes doivent étalonner leur compas fréquemment à l'aide du GPS. Revoyons l'approche. D'accord. Tu veux que je t'aide? D'accord. À ton tour. Alerte altitude réglée. À cause de l'épais brouillard, l'équipage va se fier au pilote automatique pendant l'approche. Checklist terminée. Pilote automatique. Branché. Les pilotes n'auront donc pas à s'aligner sur la piste en visuel. C'est l'ordinateur qui s'en chargera jusqu'à ce que les deux hommes soient prêts à se poser. Autorisé à l'atterrissage, piste 35T, qui est un peu mouillée. 6560, 35T. On est à 10 nautiques de la piste. Après quelques semaines chez leur papa, les filles avaient hâte de retrouver leur mère et leurs grands-parents. On arrive. À 11h40, heure locale, le vol 6560 entame l'approche finale. Passons 1000 pieds. On arrive à 3 nautiques en finale. On est au-dessus du littoral. Bien. Soudain, une alarme retentit. Remettez les gaz. Apparemment, le combi vole trop bas. Mais les pilotes ont du mal à le croire, car ils ne voient pas la piste. Les gaz!
Remise de gaz. Le commandant interrompt l'atterrissage, mais il est peut-être déjà trop tard. Le 737-200 percute le sol à 290 km/h. Il dérape sur le sommet d'une colline. Aussitôt, il est la proie des flammes. Quand le contact radio a été coupé, le contrôle aérien savait que l'avion était en train de faire son approche finale. First Air devrait être arrivé. Vous rigolez. Appelez. Est-ce qu'on croyait à un accident? On ne voulait pas, à cause de la dimension humaine. Mais il a vite fallu se rendre à l'évidence. Un 737 s'est écrasé. Ce n'est pas un exercice. Seule priorité, porter secours aux rescapés. On espérait qu'il y aurait des survivants, même si c'était grave. La petite Gabrielle Pelkey vit un véritable cauchemar. Elle avait une jambe cassée, des coupures, des bleus. Et elle s'inquiétait pour sa petite sœur, Cheyenne. La géologue Nicole Williamson a survécu elle aussi. Gabrielle. Gabrielle. Dieu merci. Elle a trouvé Gabrielle. Ça va aller. Ça va aller. Nicole s'est assurée que la petite ne prenait pas froid et ça l'a sûrement aidée elle-même à survivre. C'est mon premier crash. Oui. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. En entendant ça, Nicole a compris toute l'innocence de la petite. Bon. Pour survivre, elles se sont occupées l'une de l'autre. En errant au milieu des débris, elle ne découvre qu'un seul autre survivant, Robin Wiley. Ils se sont éloignés pour se mettre en sécurité et ils ont attendu en espérant que tout se passerait au mieux. En état de choc, les rescapés grelottent par une température avoisinant 0 degré. L'hypothermie pourrait bien avoir raison d'eux. La nouvelle du drame parvient aux enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports. Parmi eux, Brian McDonald. On n'y croyait vraiment pas. On s'est demandé si quelqu'un avait modifié le scénario pour rendre l'exercice encore plus réaliste ou si c'était vrai. Faut se mettre au boulot. Très vite, on a changé de braquet. On a réfléchi à tout ce qu'il fallait faire pour enquêter sur cet accident bien réel. Sitôt à terre, les enquêteurs prennent conscience que l'exercice auquel ils s'attendaient n'a plus rien de fictif. Seul point positif. Étant donné la tenue de l'exercice Nanook, les secours arrivent sur place 20 minutes seulement après le drame. Il y a des survivants, c'est confirmé. Je suis intervenu sur plusieurs accidents d'avion en 20 ans de carrière.
Et dire que ces gens n'en revenaient pas d'avoir survécu est un euphémisme. Ils ne semblaient pas grièvement blessés, donc on a stabilisé leurs fractures, on les a mis sur des civières et on les a évacués vers un centre médical pour qu'ils soient traités dans un environnement moins dangereux. Les services d'urgence passent l'épave au peigne fin, mais constatent rapidement qu'il n'y a pas d'autres rescapés et que le bilan se monte à 12 victimes. Vous avez trouvé Cheyenne? La petite sœur de Gabriel est au nombre des défunts. Apprendre une chose pareille, c'est toujours difficile pour un enfant. C'est un des accidents d'avion les plus meurtriers de l'histoire du Grand Nord canadien. Vous êtes du BST? Ça se voit, non? Alors? Brian McDonald et ses collègues doivent tirer l'affaire au clair. On est ici et l'avion est tombé à 2 km. J'envoie une équipe dès que possible. Et il nous faut un bureau. C'était incroyable d'arriver sur place avec une équipe au grand complet et bien équipée, 1 heure après l'accident. Il était tout près. Le combi s'est écrasé contre une colline, à environ 1900 mètres à l'est de la piste. Le brouillard? La visibilité avait été mauvaise un peu plus tôt pendant le vol. Donc il allait falloir s'intéresser à la météorologie. Surprise. Du brouillard. Resolute Bay étant souvent masqué par le brouillard, les équipages recourent au pilote automatique de l'avion et à l'équipement de guidage sophistiqué de l'aéroport. Le système d'atterrissage aux instruments, ou ILS, permet de se poser quand la visibilité est mauvaise. L'ILS comprend un radiophare appelé localizer qui émet un faisceau d'alignement de piste dont le pilote automatique se sert pour approcher du sol. Quand on ne voit pas la piste lors de l'approche, on compte sur l'ILS pour aller jusqu'à un endroit d'où on la verra. Revoyons l'approche. D'accord. Les conditions ne sont pas super, mais au moins on pourra faire une approche ILS. L'ILS était-il en panne? Le pilote automatique a-t-il été incapable de capter son faisceau? Quelle que soit l'enquête, on procède par élimination. On étudie toutes les opérations qui ont été effectuées et on vérifie qu'elles se sont déroulées normalement. Très vite, le BST conclut que l'ILS était opérationnel. Un avion a utilisé cet équipement 25 minutes seulement après l'accident du vol 65-60. On a déterminé que l'ILS fonctionnait normalement. En revanche, les enquêteurs ne sauront si le pilote automatique l'avait intercepté qu'après l'analyse de l'enregistreur de paramètres et de l'enregistreur phonique. Les secouristes ont découvert les boîtes noires au bout de 12 heures. Et on les a envoyées au laboratoire du BST à Ottawa le lendemain. Nanook fournit des éléments que les enquêteurs n'auraient pas eus en temps normal. C'est ce que le radar a enregistré? Il n'y a pas de radar à Resolute Bay. Mais les militaires ont installé un équipement temporaire pour gérer l'augmentation du trafic pendant l'exercice. Les données du radar ont été capitales parce qu'elles nous ont fourni la trajectoire de l'avion. Sans ça, on ne l'aurait pas déterminé. Et en visionnant ces éléments, les enquêteurs décèlent quelque chose de très inhabituel. Où est-ce qu'ils vont? Le 737-200 volait parallèlement à la piste au lieu d'être aligné sur son axe.
Aussitôt, on s'est demandé pourquoi. Pourquoi l'avion avait-il suivi cette trajectoire? Comment un avion de ligne moderne, équipé d'un pilote automatique, a-t-il pu s'écraser contre une colline à près de 2 km d'une piste? À cette question, l'enquête va apporter une réponse inquiétante. Une fois l'incendie éteint et les fumées toxiques dissipées, les enquêteurs commencent l'examen de l'épave. Ils cherchent des indices expliquant pourquoi un 737 a dévié de son cap lors de l'approche. Que s'était-il passé du point de vue de la navigation? Pourquoi l'avion avait-il fait fausse route? Pourquoi n'avait-il pas corrigé sa trajectoire? Les enquêteurs font figurer l'emplacement de chaque débris sur un plan. On voyait où les roues avaient touché le sol. Ensuite, l'avion s'était de nouveau maintenu en l'air sur une certaine distance. Des morceaux avaient commencé à se détacher, puis le ventre avait touché et le Boeing s'était disloqué en 3 gros tronçons. La dispersion des débris est riche d'enseignements. Apparemment, le combi se dirigeait tout droit sur un radiophare omnidirectionnel VHF appelé VOR. En traçant un trait passant par le début de la finale et le lieu de l'accident, on arrivait à cette antenne VOR. Les pilotes ont-ils intercepté la mauvaise balise pour atterrir? Une antenne VOR émet un signal radio qui permet aux avions de localiser un aéroport, mais qui n'a pas pour rôle de les guider vers une piste précise. Pour cette manœuvre, l'équipage doit régler son système de navigation pour que le pilote automatique capture la fréquence de l'ILS. L'ILS envoie un faisceau. Et si on reste calé dessus, ni à droite ni à gauche, mais pile dessus, on arrive dans l'axe de piste au niveau du seuil. Les conditions ne sont pas super, mais au moins on pourra faire une approche ILS. Si l'équipage a programmé le système de navigation pour qu'il se cale sur l'antenne VOR de la colline plutôt que sur l'ILS de l'aéroport, il a commis une erreur. Et ce ne serait pas une première. Il y avait eu un cas similaire à la fin des années 80 à bord d'un 737. À l'époque, l'avion avait suivi des aides à la navigation très semblables à celles installées à Resolute Bay, à la place de l'aide d'approche de la piste. Si les pilotes du vol 65-60 ont commis le même impair, l'épais brouillard les a sûrement empêchés de voir la colline avant qu'il soit trop tard. Mais existe-t-il un moyen de s'en assurer? Le BST compte sur l'enregistreur phonique. Voyons à quoi ces gars pensaient. C'est un spécialiste, John Stewart, qui analyse cette boîte noire. On allait savoir ce qui s'était passé dans le cockpit. Savoir ce que l'équipage avait vu, entendu et dit nous permettrait de comprendre sa perception des événements et donc ses décisions. Volet à 5. Volet à 5. Au départ, rien ne sort de l'ordinaire. Checklist terminée. Pilote automatique branché. Localizer capté. Glide slope capté. L'OPL confirme que le pilote automatique est bien calé sur l'ILS de l'aéroport. On dirait qu'il suivait bien l'ILS. La phraséologie glide slope capté confirme que le pilote automatique a repéré le bon signal, celui de la piste, et non celui de l'antenne de la colline. D'après l'enregistreur phonique, l'équipage faisait une approche ILS, donc il ne s'était pas écrasé à cet endroit-là à cause de l'antenne VOR.
Par conséquent, rien n'explique la dérive de cap. En revanche, l'analyse de l'enregistrement révèle un détail stupéfiant. Le GPS dit qu'on dévie. L'OPL l'avait remarqué. La conversation laissait entendre que l'équipage s'inquiétait du positionnement de l'avion. On n'est pas trop à droite? Ça ira. Et le mystère s'épaissit. Il y a une colline à droite de la piste. Non seulement David Hare s'était rendu compte que l'avion avait dévié, mais il savait qu'il se dirigeait vers la colline située à côté de la piste. On n'est pas sur le loch. Si, le pilote automatique le suit. Interrompons l'approche et tirons ça au clair. Non, on continue l'approche. D'accord. Continue. Au fur et à mesure du vol, on sent à leur conversation que les deux hommes ont des opinions différentes sur ce qu'il faut faire. Et le combi continue de voler vers la colline. Remettez les gaz. Les gaz! Remise de gaz. Comment cette erreur, qui a coûté la vie à 12 personnes, a-t-elle pu survenir? C'est ce qu'il faut maintenant déterminer. Pourquoi continuer de voler vers la colline? L'accident du vol First Air 6560 touche presque chacun des habitants de Resolute Bay. Je ne souhaite à aucune mère de traverser une épreuve pareille. Les familles demandent des réponses. La pression sur tous les participants de l'enquête était énorme. On voulait savoir ce qui était arrivé. Vu l'épave, les pilotes volaient parallèlement à la piste. Et vu l'enregistreur, ils le savaient. Et ce constat soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Pourquoi l'action corrective était-elle arrivée trop tard? Pilote automatique. Branché. Localizer capté. Glide slope capté. Les pilotes suivaient bien l'ILS, qui aurait dû les conduire jusqu'au seuil de la piste. Dans ce cas, pourquoi n'y sont-ils jamais arrivés? On n'a que les données de la boîte noire. On avait l'enregistreur de paramètres. Permettra-t-il de faire progresser l'investigation? 2 degrés à cabrer. À l'aide des paramètres, vitesse 168 nœuds. Les enquêteurs recréent la trajectoire du Boeing. À gauche 2 degrés. Il y avait les éléments clés. Altitude, vitesse, cap, puissance, position des commandes. Et le faisceau d'alignement? Le BST s'intéresse au virage qui a orienté l'avion vers la piste. Ici, il tourne trop large. Et il ne se replace pas sur le faisceau. La trajectoire permet de déterminer à quel moment précis le 737 a commencé à dévier de son cap. Mais on ignore toujours pourquoi. Une seule chose est sûre. Le pilote automatique avait fonctionné pendant cette portion du vol. Pilote automatique. Branché. Pour atterrir aux instruments, le pilote automatique doit être en mode VOR-LOC. Localizer capté. Et apparemment, c'était le cas. On essayait de comprendre comment l'avion avait pu dévier de son cap alors qu'il avait été configuré correctement, que les boutons étaient dans la bonne position et que l'équipage avait appliqué la procédure d'approche ILS. Comment un matériel censé fonctionner correctement
a-t-il pu conduire à un drame? Les spécialistes s'intéressent à nouveau aux paramètres du vol. Et l'action sur le volant? Le virage commence correctement, en douceur. C'est le pilote automatique. C'est le pilote automatique qui a entamé le virage. Mais une modification dans les paramètres laissait supposer qu'il s'était passé quelque chose après. Ça change ici. Ces à-coups sont d'origine humaine. Il était sur manuel. Il semble que le pilote automatique soit passé sur manuel au cours du dernier virage. Un mode avec lequel il ne dirigeait plus l'avion vers la piste. Le pilote automatique est équipé d'une fonction permettant à l'équipage de prendre la main. Si l'avion réagit trop vite ou pas assez vite, il suffit d'exercer une pression sur le volant pour surpasser temporairement l'ordinateur. Sauf que l'enregistreur phonique n'indique pas que le commandant ait fait quoi que ce soit en ce sens, ce qui incite le BST à envisager une hypothèse qui fait froid dans le dos. Blair Rutherford l'a peut-être fait à son insu. Si le pilote automatique passe de Vorlok à manuel, à ce moment précis, il est possible que l'avion maintienne les ailes à plat et le cap sur lequel il se trouve, au lieu de suivre un faisceau. À l'instant où le pilote automatique a cessé de guider l'avion vers la piste, le commandant a dû légèrement faire tourner son volant. Juste assez pour faire basculer l'ordinateur du mode entièrement automatique sur manuel. On suppose qu'il l'a fait par inadvertance. Peut-être s'est-il penché pour attraper quelque chose qu'il voulait lire. Une légère pression suffit. Mais comme rien ni personne ne dirige plus l'avion, le vent éloigne de plus en plus le 737 de sa destination. Le pilote automatique n'était plus calé sur le faisceau d'alignement. Il se contentait de maintenir les ailes à plat et le cap, et le vent a fait le reste. C'est une pièce de plus à ajouter au puzzle. Mais puisque les pilotes se sont manifestement rendus compte qu'ils avaient dévié de leur cap... On n'est pas trop à droite? Pourquoi n'ont-ils pas réagi? Ça ira. L'équipage avait eu conscience de la dérive de cap. Et le problème était de comprendre pourquoi le commandant avait poursuivi son approche. Passons 1000 pieds. Imaginons le vol de l'intérieur. Pourquoi les pilotes n'ont-ils pas corrigé la dérive du cap qu'ils avaient pourtant constatée? Pour le comprendre, il faut entrer dans leur tête. On devait comprendre quel sens les événements avaient eu pour eux. Qu'avaient-ils vu et entendu? Avaient-ils remarqué que certains afficheurs changeaient? Quels facteurs avaient conduit ces individus aux décisions qu'ils avaient prises, en plus de ceux qu'on connaissait grâce à l'enregistrement sonore? En combinant les éléments fournis par les deux boîtes noires, les enquêteurs recréent le vol dans le but de trouver une réponse. Pilote automatique. Branché. Localizer capté. Glide slope capté. Pilote automatique en mode Vorlok. La conversation fournit un indice. On est à 10 nautiques de la 35T. Sortez le frein. Les deux hommes étaient très occupés. Rappelez 3 nautiques, finale. Voler à 15. Répétez, s'il vous plaît. Train sorti, 3 verts. Rappelez 3 nautiques, finale. Là. Ils étaient si occupés qu'ils n'ont pas remarqué le passage en mode manuel. C'est là que ça arrive.
Il se passe plein de choses. La sortie du train d'atterrissage, les échanges radio, le positionnement des volets. Donc les pilotes ne remarquent pas forcément que dans une mer de voyants, il y en a un qui s'est éteint. D'après les conversations, aucun des deux hommes n'a repéré le changement de mode du pilote automatique. Pourtant, certains signes montraient sans équivoque le problème d'alignement. Ça ne va pas. On dévie à droite. Le GPS dit qu'on dévie. Ici et ici. Ça crève les yeux qu'ils ont dévié. Le GPS et l'indicateur de situation horizontale font clairement apparaître que l'avion s'éloigne de plus en plus de la piste. Pourtant, le commandant ne fait rien. Alors, que s'est-il dit? C'est l'enregistreur de paramètres qui va répondre à cette question capitale. Son compas déviait. Le pilote s'est écarté de 17 degrés. C'est ce qui a donné l'illusion à Blair Rutherford que son avion allait en direction de la piste. Le commandant a cru qu'il était sur une route qui le ramenait vers le faisceau d'alignement de piste, alors qu'il volait parallèlement à ce dernier. Si loin au nord du globe, un pilote doit fréquemment étalonner son compas. En effet, cet instrument indique toujours le nord magnétique, pas le nord géographique ou nord vrai. Plus on monte vers le nord, moins le compas est précis. Le GPS permet d'obtenir le cap vrai et de régler les instruments en conséquence. Et voilà. Faites pareil. Cap 029. Or, les pilotes n'étalonnent leurs instruments qu'une seule fois, et ce n'est pas pendant l'approche finale. De plus, leurs deux compas accusent des déviations différentes au fur et à mesure que l'avion descend vers Resolute Bay. Le compas de Rutherford lui a indiqué qu'il volait au 331, directement vers l'axe de piste. Mais, en fait, il volait au 348 en direction de la colline. Cette inexactitude a sûrement incité le commandant à penser que le pilote automatique ramenait l'avion vers la piste. Un avis que ne partageait pas son OPL. On n'est pas sur le lock. Si, le pilote automatique le suit. Que deux pilotes aient chacun une perception différente de la même situation pose problème. Il aurait fallu n'en avoir plus qu'une. Mais lors de ce vol, ça n'a pas été le cas. L'OPL a tenté à plusieurs reprises d'avertir le commandant. Interrompons l'approche et tirons ça au clair. Non, on continue l'approche. D'accord. On continue. Plus le vol se prolonge, plus le fossé entre les deux perceptions se creuse. Train sorti, 3 verts. Volet à 40. Sorti. Les événements s'enchaînent assez vite. Les tâches s'accumulent et ça se ressent au ton de la voix. Pour vous, c'est bon? Détendez-vous. C'est arrivé à un collègue. On va retourner sur la piste. Si vous le dites. Et quand l'avion ne retourne pas vers la piste, le commandant ne comprend pas pourquoi. Remettez les gaz. Mais à ce moment-là, les gaz! Remise de gaz. L'avion n'a plus le temps de fournir une poussée suffisante pour reprendre de l'altitude. Et 2 secondes plus tard, il percute la colline. Tant de choses se sont accumulées pour qu'on en arrive là, que si l'une d'elles ne s'était pas produite, il n'y aurait pas eu d'accident.
Le mystère du drame de First Air est enfin élucidé. À un détail près. Pourquoi le commandant n'a-t-il pas écouté celui qui a essayé tant bien que mal de l'avertir du danger? On n'est pas sur le lock. Si, le pilote automatique le suit. Selon les enquêteurs, le commandant de bord n'a pas compris l'imminence du danger, malgré les mises en garde de son collègue. Le GPS dit qu'on dévie. L'OPL a lancé 18 avertissements entre le moment où il a signalé que l'avion avait dévié de son cap et l'impact contre la colline. Pour vous, c'est bon? Détendez-vous. C'est arrivé à un collègue. On va retourner sur la piste. Si vous le dites. Il a beau pressentir le danger, On est au-dessus du littoral. Bien. il ne l'exprime pas clairement. L'OPL a essayé plusieurs tactiques. Il a notamment parlé du GPS et de la position relative de l'avion pour faire comprendre au commandant que quelque chose n'allait pas. Ça craint. Leur dossier brosse des portraits très différents des deux hommes. L'officier pilote de ligne était qualifié depuis peu sur 737 et comptait moins de 5000 heures de vol. Le commandant Rutherford, lui, en totalisait plus du double et avait bien plus l'habitude du Grand Nord. Pourtant, il n'a pas saisi ce que David Hare essayait de lui dire. Comme le problème subsiste, les préoccupations se multiplient. Pourquoi mon OPL se braque-t-il là-dessus? On devrait être configuré, mais on ne l'est pas. Les difficultés s'accumulent et c'est de plus en plus difficile de faire abstraction de tout ce qu'il faut solutionner. On remet les gaz? Configurer l'avion. Par manque d'expérience, David Hare n'a peut-être pas osé faire part de ses inquiétudes avec assez de fermeté. Le BST propose plusieurs recommandations importantes. Notre travail consiste à repérer les carences pour que le secteur aéronautique et l'organisme de contrôle prennent des mesures pour atténuer les risques. C'est notre raison d'être. Le bureau exhorte la compagnie à revoir la façon dont ses pilotes étalonnent leur compas. Bonsoir. Et à instaurer une politique claire au sujet de la prise des commandes de la part des OPL lorsque la situation l'exige. First Air a modifié sa formation aux facteurs humains. Depuis, chaque membre d'équipage peut décider du moment d'une remise de gaz. Le traitement des approches non stabilisées a été revu. Des procédures de maintenance ont changé. La compagnie a pris de nombreuses mesures de sécurité. Même si cette tragédie reste présente dans la mémoire des habitants du Grand Nord, la vie a fini par reprendre ses droits. Gabrielle Pelkey est retournée à l'école dès l'automne 2011. C'est une gamine heureuse. Et c'est la vedette de sa classe. Et grâce à l'amitié qui la lie désormais à Nicole Williamson, l'écolière peut se reconstruire. Elle a très bien surmonté cette épreuve. C'est une petite fille étonnante. Une merveille.